Alors justement, nous allons aller à Bruxelles retrouver Guy Verhofstadt. Où en est-on ce soir, selon vous, Vladimir Poutine, qui souffle le chaud et le froid, on l'a entendu tout à l'heure. Pour vous, ces propos sont apaisants ou inquiétants? Non, je pense qu'on est en train de vivre la stratégie classique que Vladimir Poutine a suivie déjà dans plusieurs cas. Je crois qu'on voit maintenant dans la Crimée exactement la même chose qui se passe dans d'autres conflits soi-disant gelés. Et ce qu'il essaye de faire, Vladimir Poutine, c'est où on est bien ami de la Russie, on a de bonnes relations avec la Fédération russe, ou si on n'est pas des bonnes relations avec la Russie, il essaye d'entrer dans les frontières du pays en faisant ce que j'appelle un conflit gelé. On connaît des conflits gelés en Géorgie, on connaît des conflits gelés en Moldavie, tout près de la frontière Azerbaïdjan et en Arménie avec Nagorno-Karabakh. Et donc, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment de créer aussi sur la Crimée une sorte de conflit gelé qui lui donne la possibilité à chaque moment d'intervenir dans les affaires intérieures d'un pays, comme par exemple l'Ukraine, qui n'est pas plus associée à la Fédération russe. Et c'est ça la stratégie qu'il est en train de suivre. Et pour contrer cela, il faut naturellement suivre une politique de pression envers la Russie, des pressions très vives, je crois. Restez avec nous, on parlera effectivement des pressions, des sanctions possibles. Thomas Gomart, dans une tribune publiée aujourd'hui dans Le Monde, vous écrivez que dans un monde brutal, il ne s'agit pas d'être aimé, mais d'être craint. Vladimir Poutine a parfaitement réussi. Ce qu'on vit actuellement depuis quelques heures, quelques jours, quelques semaines, c'est vraiment ça? Il y a deux choses. Si vous voulez, Poutine est aussi dans une logique de culte de la personnalité, de manière de plus en plus prononcée, avec son nouveau mandat, une mise en scène de sa force, de la virilité. On l'a vu aussi à Sochi, voilà, pour les Jeux Olympiques. C'est quelque chose de très construit et qui est en particulier destiné aux Occidentaux et en particulier aux Européens qui sont vus comme décadents et comme au fond un système perdu. Et je crois que ce qui est en train de se jouer aussi dans cette crise actuelle, c'est le rapport, la conception que les Russes ont de l'Europe. Et nous, côté européen, nous sommes aussi en train de payer, peut-être plus vite que prévu, le prix de la démilitarisation du continent. C'est-à-dire que nous avons un pays qui a relancé sa dépense militaire, quand nous avons diminué la nôtre de manière très, très substantielle. Et on se réveille un beau matin en se rendant compte que les notions de guerre limitée, eh bien, un acteur comme Poutine la pratique avec une efficacité certaine et que les Européens sont très désemparés par rapport à ce type d'action. Oui, vous parlez de la perception russe de l'Europe, mais Vladimir Poutine pense que l'empire américain est en plein déclin, d'autant plus que les relations entre Poutine et Obama sont exécrables. Elles sont très mauvaises. Le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'ils ne s'aiment pas, ne se comprennent pas, ne s'apprécient pas, que chacun représente à peu près ce que l'autre déteste le plus au monde. Mais au moment de l'affaire syrienne, enfin, qui n'est malheureusement pas terminée, mais au moment où Barack Obama s'est avancé pour dire d'abord qu'il y avait une ligne rouge à ne pas franchir, à savoir l'utilisation d'armes chimiques, puis qu'il allait organiser des frappes en Syrie, expliquer pourquoi c'était indispensable, pour dire que finalement il allait demander la permission au Congrès. Au Kremlin, en tout cas, ça a été interprété comme une seule chose, la faiblesse de Barack Obama. Et là, finalement, il y a un test supplémentaire que Vladimir Poutine est en train de faire. C'était inutile pour lui d'aller en Crimée pour défendre ses intérêts réels. Il avait toutes sortes d'accords militaires avec l'Ukraine sur la Crimée, sur les bases navales russes en Crimée, etc., la présence de l'armée russe déjà en Crimée. Et évidemment, le nouveau pouvoir en Ukraine aurait tout de suite re-signé les mêmes demandes. Donc il teste aussi la volonté des Occidentaux et la présence de John Kerry annonce des sanctions économiques, des pressions diplomatiques et voilà, un point d'interrogation sur la suite. Nicole Bachar, vous parlez de la Crimée, on va aller justement en direct à Sébastopol, retrouver Irina Anfiltova. Vous êtes donc professeur de français, vous dirigez l'Alliance française à Sébastopol. Vous êtes de nationalité russe, je le précise, c'est important dans ce contexte un petit peu compliqué. Première question très concrète, ça vous rassure de voir des soldats russes dans les rues des villes de Crimée? Mais les soldats russes
ça me fait plutôt peur pour ces soldats, pour ces gens qui sont exposés au danger et les soldats ukrainiens d'autre part. En plus, c'est difficile de partager entre les soldats russes et les soldats ukrainiens parce qu'on a vraiment des familles tellement mélangées, des racines et des origines. Presque dans chaque famille, il y a des mélanges et ukrainiennes et russes. Ça ne me rassure pas du tout. C'est au contraire, ça me fait peur de les voir, d'être exposés au danger au bord d'une catastrophe. Mais voilà. vous avez participé à des manifestations pro-russes. Pardonnez-moi, vous avez manifesté, vous avez participé à des manifestations pro-russes ces derniers jours, la semaine dernière, me semble-t-il. Comment soutenez-vous la politique de Vladimir Poutine en Crimée ? J'ai participé aux manifestations, mais pas aux manifestations pro-russes. C'était une manifestation le 23 février qui a été provoquée un tout petit peu par la panique de la population locale contre des actes de violence qu'on a observés, qu'on a vus à Kiev, à plusieurs villes d'Ukraine, avec ces démolissements de monuments de Lénine, mais c'était un peu, ça nous rappelait un tout petit peu des actes de vandalisme. Moi, je ne me tiens pas du tout à Lénine, mais on ne fait pas comme ça. C'est la commune locale qui décide ce qu'on fait et pas des personnes venues d'ailleurs pour casser et détruire tout de suite. En pleine nuit, ça ne se fait pas comme ça. Les gens étaient vraiment paniqués et on s'est rassemblés pour manifester contre ça. En plus, on s'est rassemblés pour pouvoir élire enfin, depuis plus de 20 ans, notre maire. Parce que Sébastopol, depuis 20 ans, plus de 20 ans, n'a pas le droit d'élire le maire de la commune. C'est toujours des personnes nommées par le président de Kiev. Et les partis politiques, tous les partis politiques ukrainiens, ont négligé cette situation qui dure depuis Irina longtemps. Amfiltova, c'est inadmissible. Pardonnez-moi Irina, on vous retrouve dans... Finissez votre phrase et on vous retrouve dans quelques instants. Oui. D'accord. Thomas Gomard, pourquoi l'Ukraine et particulièrement la région de Crimée sont aussi stratégiques pour la Russie de Poutine ? Si vous voulez, historiquement, c'est une terre qui a été conquise sur les Ottomans par Catherine II et qui est extrêmement importante puisque c'est l'accès aux mers chaudes. Et donc il y a la présence navale de la Russie en mer Noire qui est à Sébastopol. Donc il y a une dimension... On va revoir la carte qu'on a aperçue tout à l'heure pour bien situer le contexte géographique. Voilà, donc ça c'est tout à fait décisif sur un pur plan militaire. Et puis il y a dans la psyché russe, si vous voulez, Sébastopol, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est 1,2 plus d'1 million de morts lors de la bataille de Sébastopol. Donc c'est vu comme ce que les Russes appellent la rodine, la terre, au sens le plus direct du terme. Et puis par ailleurs, comme ça vient d'être dit, vous avez énormément de familles mixtes où ce sont à la fois des Russes, des Ukrainiens qui vivent ensemble et qui cohabitent, je dirais, sans difficulté jusqu'à présent, et qui font que la Crimée a une valeur, si vous voulez, symbolique très particulière dans la mentalité russe. Voilà, la Crimée, c'est la péninsule au sud de l'Ukraine. Guy Verhofstadt, les Européens ont-ils fait une croix sur la Crimée ? La Crimée, pour l'Union européenne, est-elle perdue ? Est-elle devenue russe ou il y a encore un espoir, selon vous ? Je ne l'espère pas. J'espère qu'en tout cas, il va y avoir une réaction de l'Union européenne. Une réaction beaucoup plus vite que ce qu'on a vu dans le cas de l'Ukraine. Parce qu'il faut quand même le rappeler, dans le cas de l'Ukraine, ça a duré des semaines et des mois avant que l'Union européenne avait déclaré des sanctions contre le régime de Yanukovych. Alors, ce que j'espère maintenant, c'est que après-demain, jeudi, dans le Conseil européen, au moins, on décide de sanctions contre le régime de Poutine et contre les gens qui entourent Poutine, c'est-à-dire des sanctions au niveau économique, des sanctions aussi pour limiter l'utilisation des visas, des sanctions aussi pour geler des comptes bancaires. C'est ça qu'il faut faire.
et le plus vite possible, parce que c'est le seul moyen justement pour faire la pression sur Poutine. Et deuxièmement, il ne faut pas négliger aussi le fait que juste après le commencement de ces manœuvres militaires en Crimée, il y avait des protestations en Russie. Par l'opposition russe. À Saint-Pétersbourg, il y avait des milliers de gens dans la rue, aussi à Moscou. On ne les voit pas à la télévision, parce que la télévision russe ne veut pas les produire, ne veut pas les émettre. Mais c'est aussi une réalité. Il y a aussi une opposition croissante contre cette politique de Vladimir Poutine. Merci Guy Verhofstadt. Nicole Bacharan, les sanctions économiques, politiques sont vraiment efficaces ou, selon vous, Vladimir Poutine s'en fiche? Il a dit qu'il s'en fichait, mais enfin j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre. Les sanctions économiques, elles peuvent être efficaces, elles prennent du temps avant d'être efficaces, et puis il faut savoir qui les prend et jusqu'où, puisque les États-Unis peuvent en prendre, ils en parlent. Bon, ça veut dire bloquer certains investissements, suspendre certains aspects du commerce. Mais finalement, le commerce entre la Russie et les États-Unis, c'est en gros 40 milliards par an. Avec l'Union européenne et la Russie, c'est 10 fois plus. Donc c'est surtout l'Union européenne qui devrait agir en ce sens. Et on sent malgré tout que ça freine. Les Néerlandais ont dit pas de sanctions. Les Allemands ont dit la diplomatie d'abord, même si l'Allemagne est assez en pointe sur ce dossier-là. La France a dit des choses générales sur la possibilité de sanctions, mais rien de très fort encore. Oui, il faut effectivement préserver et puis il ne faut pas oublier que c'est à double tranchant, puisque certes, les Européens peuvent cesser d'acheter des matières russes, mais dans ce cas-là, c'est des matières premières, du gaz, dont ils ont aussi éminemment besoin. Donc c'est très délicat à manier. Oui, il faut effectivement préserver les intérêts économiques. Un dernier mot rapidement pour conclure. Que voyez-vous arriver dans les jours, les heures qui viennent? Je crois que, si vous voulez, ce qui est en train d'être testé, il y a effectivement la position de l'Union européenne, mais il y a surtout la position de l'OTAN. C'est ça que aussi Vladimir Poutine est en train de tester, c'est-à-dire la solidité occidentale et en particulier le soutien que des pays dits de la vieille Europe vont apporter aux pays de la nouvelle Europe. Merci Thomas Gomard, merci à vous tous et merci Irina Amfiltova d'être restée avec nous en direct de Sébastopol en Crimée. Merci à Guy Verhofstadt en direct de Bruxelles. Merci à vous quatre. Dans quelques minutes, nous allons découvrir et évidemment changer